Dans le même lit que ma mère, à côté d'elle. Je pense qu'elle a forcé mon neveu, ou tout au moins fortement insisté pour qu'il porte le pyjama de mon père. La vérité, c'est que, oui, il faisait tout ce que ma mère lui demandait. En gros, c'était son serviteur. Dirk était devenu l'homme qui remplaçait mon père. En fait, elle faisait de lui ce qu'elle voulait. La première fois que j'ai fait la connaissance de Dirk, je travaillais de nuit. On s'est immédiatement appréciés. On était tous au courant. On savait que Dirk était homosexuel. Il en parlait très ouvertement. De par sa nature, il suscitait la sympathie de son entourage. Pourtant, il donnait toujours un peu l'impression d'essayer de s'adapter pour être accepté. En fait, il voulait qu'on l'aime. Je pense qu'une personne qui a réellement confiance en elle n'envisagerait pas d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Il vivait chez sa grand-mère, où il avait un appartement indépendant. Il nous a toujours fait croire qu'il avait eu une enfance normale au sein d'un foyer aimant. Il nous disait aussi qu'il était très proche de ses parents et qu'il les voyait régulièrement. Mais en réalité, il n'en parlait jamais vraiment. Dirk était un membre actif de l'Église. Il se tenait toujours devant les fidèles et lisait des passages de la Bible. De nos jours, peu de personnes osent révéler leur homosexualité. C'était pire à l'époque. Parce que c'était sévèrement condamné par l'Église. Je pense que ma mère l'a pris sur le fait. Là, elle a découvert qu'il était homosexuel. Je n'aurais pas voulu être à côté d'elle ce jour-là. Quand elle parlait de lui, elle employait toujours le mot « dégoût ». C'est-à-dire que Dirk la dégoûtait. Ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Il est alors parti pour Berlin. Je ne voulais pas être homosexuel. J'avais peur d'être une sorte de marginal. Alors, je n'ai plus été aux endroits où je pouvais tomber amoureux d'autres hommes. Mon but était tout simplement de refouler ma sexualité. Bien sûr, ça n'a pas marché longtemps. La brigade criminelle a appelé la dernière personne qui a été en contact avec Alexander. Elle a donc pu lui parler et lui demander de venir dans leurs locaux pour l'interroger le lendemain en tant que témoin. Mon collègue m'a fait son rapport. C'était la première fois qu'il le voyait en personne. Il s'est immédiatement aperçu qu'il ressemblait beaucoup à l'homme filmé sur les images de vidéosurveillance. Il lui a posé la question. Dirk connaissait ces images et il a avoué que c'était bien lui qui était dessus. Évidemment, on était très contents. On espérait que l'homme qui était assis devant nous était le bon. Vous êtes ici parce que vous êtes soupçonné de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence à n'importe quel moment. Vous avez également le droit de demander l'assistance d'un avocat à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez bien compris? Réponse, oui. On aurait dit quelqu'un de normal, ordinaire.
Il était très calme. Il parlait posément, avec beaucoup d'éloquence. Il semblait cultivé. Il nous regardait toujours droit dans les yeux et très attentivement avec ses grands yeux marrons. Il a répondu à toutes nos questions de manière très calme et très posée. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, ce serait donc lui, l'assassin? Certaines personnes ont une grande aptitude à la manipulation, c'est-à-dire qu'elles parviennent à influencer d'autres personnes parce qu'elles savent repérer ce que ces dernières recherchent ou ce dont elles ont besoin afin d'obtenir leur confiance. Mais derrière cette façade, les manipulateurs tirent les ficelles. Que cherchiez-vous à faire en versant du GHB dans de la bière? Une stimulation sexuelle. Chez qui? Chez moi. Je cherchais peut-être aussi à créer une situation où mon partenaire perdrait brièvement conscience, ou plutôt, comment dire, où il serait brièvement désorienté. Pourquoi avez-vous pris la carte bancaire et pas l'argent? Avec la carte que j'ai volée à Niki, je voulais acheter un billet de train pour Saarbrück. Mais ça n'a pas marché. À chaque fois, sur la borne automatique, apparaissait le message « Opération interrompue » ou « annulée ». Je n'étais pas content parce que je n'étais pas parvenue à faire ce que je voulais avec quelque chose qui ne m'appartenait pas. Nous l'avons interrogé à 7 reprises et à chaque fois, il nous a raconté une histoire différente. Ce n'était jamais la même. Il n'a avoué que ce que nous étions en mesure de lui prouver de manière irréfutable. Tout ce que j'ai dit est vrai, hormis le fait que j'avais 2 bouteilles avec moi. Je retire ma déclaration d'il y a 2 jours. Vous m'avez mal compris ce jour-là, ou alors je ne me suis pas bien exprimée. J'ignorais quel était le bon dosage. La seule chose qui m'intéressait, c'était de lui prendre sa carte bancaire. Je ne tue pas pour ça. Je n'ai pas cru un mot de tout ça. Il avait suivi une formation pour devenir infirmier. Par conséquent, il connaissait très bien les effets toxiques de ce produit, même à faible dose. J'aurais pu le comprendre s'il s'était agi de quelqu'un étranger au monde médical qui n'avait pas eu la même formation que lui. Je ne le croyais pas du tout quand il prétendait qu'il ne voulait pas les tuer. Je n'y croyais pas une seconde. C'est ce qu'il voulait. Nous avons procédé à la perquisition de l'appartement de Dirk. Nous y avons découvert ce qu'il avait déclaré lors de son interrogatoire, c'est-à-dire une petite bouteille de schnapps qu'il avait mis à un endroit précis pour que nous puissions la trouver. Je crois qu'il a fait ça parce qu'il voulait mettre un terme à toute cette histoire. D'après nos informations, la police vient d'arrêter un tueur en série. L'individu a été placé en détention et aurait avoué tout ce dont il est accusé. Ce que Dirk a fait, ça me rend malade. C'est affreux, tout simplement. J'ignorais cette facette de sa personnalité. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, ni la raison pour laquelle il a fait ça. J'ignore ce qui a provoqué ça. Après avoir émis un mandat d'arrêt puis procédé à son arrestation, nous avons pu avoir la confirmation de certains détails. Mais il nous manquait encore de nombreux autres éléments. Nous avons alors dû nous intéresser davantage à sa personnalité, à son éducation et à sa vie, afin de découvrir des choses qui auraient pu nous échapper. Ma grand-mère est morte en septembre 2006 et m'a légué de l'argent, environ 80 000 €. Votre sœur a-t-elle aussi reçu de l'argent? Non, seulement moi. La façon dont ma mère est morte, ça aussi c'était étrange. Tout d'abord, Dirk était chez elle ce jour-là.
Elle est allée se coucher, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien. Et ensuite, Dirk la trouve morte sur son lit. Un docteur est venu, mais ce n'était pas le médecin de famille, celui de d'habitude. Ensuite, les pompes funèbres ont été contactées pour organiser les obsèques. Ce n'est qu'après que mes frères ont été prévenus. Et moi, je l'ai appris le lendemain. Elle était dans le cercueil. Concernant ma mère, je pense que là aussi c'était lui. Mon neveu a joué un rôle là-dedans. Je crois qu'il lui a donné quelque chose à elle aussi. Oui. C'était peut-être dans sa nourriture ou dans son verre, ça je ne sais pas. Le corps de la grand-mère a été exhumé. On a fait des analyses et on a trouvé certaines substances dans l'organisme. Il s'agissait de médicaments auxquels le meurtrier avait accès lorsqu'il travaillait à l'hôpital. Dans notre hôpital, on administre régulièrement un médicament spécial pour préparer les patients avant une opération. Il calme les angoisses et donne envie de dormir, une sorte de somnifère. En effet, des traces de ce médicament ont été retrouvées dans l'organisme de la grand-mère. Si on m'avait dit un jour qu'un de mes amis était un tueur en série, j'aurais répondu bien sûr que non, je m'en serais aperçue. Est-ce que je le connaissais vraiment ? Est-ce qu'il était différent avec moi ou est-ce qu'il était toujours comme ça ? Ce sont les autorités de Saarbrück qui ont pris la décision de mettre un terme à l'enquête judiciaire. Ils ont considéré qu'étant donné qu'il était déjà poursuivi pour un triple meurtre à Berlin, c'était suffisant pour rendre un verdict. Tout au long de ma carrière, j'ai instruit environ plusieurs milliers d'affaires, et celles que je n'oublierai jamais, je peux les compter sur les doigts d'une main. Je peux dire que cette affaire-là en fait partie. Encore aujourd'hui, je dois l'avouer, elle me fait toujours aussi peur. Quand je suis entré dans la salle d'audience, je me suis assis avec les plaignants. C'était la toute première fois que je voyais les parents et les proches des victimes. Je me suis assise dans le tribunal. J'ai regardé mes parents. Puis j'ai regardé les autres familles. C'était incroyable. Il y avait tellement de monde. La porte s'est ouverte, et dans cette cage en verre, il est entré. Je l'ai regardé, et je me suis dit, t'as de la chance que je puisse pas te mettre la main dessus. Quand les journalistes sont partis, il a enlevé le dossier. C'est à ce moment-là que je l'ai revu pour la première fois. J'ai essayé de n'oublier aucun détail pour expliquer à la cour toute la folie de cette histoire. Je voulais contribuer à le faire condamner à la peine maximale. À un moment, nos regards se sont croisés. Je n'arrêtais pas de me répéter « Ne baisse pas les yeux, ne baisse pas les yeux ». Puis il a détourné le regard et là j'ai fait « C'est bien ». J'ai tenu bon. Dans ma carrière, j'ai été amenée à rencontrer de nombreux prévenus. Ce n'étaient pas des monstres, c'étaient des êtres humains. Et la plupart du temps, je pouvais comprendre leur passé. Mais cette affaire-là, je ne l'ai jamais comprise. Elle a été jugée, mais elle reste incompréhensible. Le verdict est tombé. Coupable de 3 meurtres, l'accusé est condamné à de la prison à perpétuité.